Bonjour à tous, merci d'assister à notre webinaire. Donc, je suis Tristan Picard, je suis le directeur adjoint de l'INSEE Bretagne. Alors, Christelle a présenté les enjeux un peu d'organisation. C'est vrai que nos rendez-vous de l'INSEE, ils ont une double vocation. D'abord, ça va être de présenter des résultats sur différentes études qu'on peut faire sur le champ de la Bretagne, mais aussi, et c'est un point qui est vraiment important pour nous, ça va être d'expliquer comment est-ce que ces chiffres sont construits en mobilisant des experts vraiment sur les sujets qui sont présentés. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie Anne Joberti, qui est la chef de la division revenus des ménages à la direction générale de l'INSEE à Montrouge, d'être présente, parce qu'elle va pouvoir donc nous présenter en détail les enjeux liés à la pauvreté. Alors, lors des deux précédentes éditions, on avait parlé donc des projections de population et de l'inflation. Donc, les enregistrements sont effectivement disponibles sur YouTube. Moi, je pense que Christelle pourra mettre le lien dans le chat. Aujourd'hui, on a choisi la pauvreté. Déjà, c'est un sujet qui est fondamental en termes de politique publique. Et il y a un vrai besoin en fait de pouvoir l'éclairer en termes statistiques. Sachant que les enjeux qu'on va vous présenter, c'est qu'il y a différentes manières en fait d'aborder les sujets de pauvreté. Notamment, ça peut être par des enjeux plutôt monétaires ou des enjeux en conditions de vie. Donc c'est pourquoi, dans un premier temps, Anne Joberti va présenter les différents concepts mobilisés pour parler de pauvreté. Comment est-ce que l'INSEE construit les indicateurs qui sont ensuite diffusés? Et enfin, les différentes sources que l'INSEE mobilise pour mesurer les revenus et la pauvreté. Et ensuite, dans un second temps, je vais présenter donc les principaux résultats de notre panorama de la pauvreté qui a été publié donc début octobre en partenariat avec les préfectures de Bretagne. Et en particulier, vous verrez, je vais détailler les différents profils de ménages pauvres en Bretagne. Et donc sur ce, je vais laisser la parole à Anne Joberti. Merci et à tout à l'heure. Merci Tristan pour cette introduction. Donc, je m'appelle Anne Joberti, je travaille à la direction générale de l'INSEE à Montrouge, juste à côté de Paris, et je suis en charge de la division qui s'occupe de la mesure des revenus des ménages. Donc, dans cette première partie, on va s'intéresser à la mesure des inégalités de revenus et de la pauvreté, mais on va le faire sous un angle qui est quand même une seule des dimensions de ce phénomène de la pauvreté, qui est un angle mesuré sous les aspects financiers. La pauvreté, c'est un phénomène qui peut être multidimensionnel. Ça peut prendre la forme de dégradation de santé, ça peut prendre la forme d'isolement, de maltraitance sociale, de maltraitance institutionnelle. Mais ce dont on va parler ce matin, c'est vraiment la dimension financière de la pauvreté et des inégalités au travers de grandes familles. Le premier, c'est un aspect monétaire, grâce à la mesure des niveaux de vie. Et le deuxième, c'est un aspect en conditions de vie, grâce à la mesure des privations matérielles et sociales. Donc, pour mesurer ces deux dimensions, l'INSEE produit plusieurs dispositifs qui vous seront présentés dans cette première partie du webinaire. Et ce sont des dispositifs qui sont d'une part fondés sur des enquêtes auprès des ménages. Donc là, ça veut dire que l'INSEE va aller interroger un échantillon de la population qui est représentatif. Et ce sont aussi des dispositifs qui sont fondés sur des données collectées auprès des administrations. Quand on s'intéresse aux revenus, ça va être des données qui proviennent de la déclaration d'impôt sur le revenu, et ça va également être des données qui proviennent des caisses sociales, et notamment des données sur les bénéficiaires de prestations sociales. Pourquoi on utilise des données administratives? Pour deux grandes raisons. La première, c'est que ça permet d'alléger les questionnaires lorsque les ménages sont enquêtés pour que les enquêtes ne soient pas trop longues. Et la deuxième, c'est que ça permet également d'avoir des données qui sont directement comparables entre tous les ménages et d'avoir un champ de revenus qui sera exactement identique auprès de tous les ménages qui vont être interrogés. Donc, dans un premier on va s'interroger sur le niveau de vie et sur ce que représente la mesure du niveau de vie. Ça nous permettra ensuite de présenter les différents indicateurs d'inégalité et de pauvreté qui sont utilisés pour mesurer la pauvreté monétaire, la pauvreté en conditions de vie et les inégalités monétaires. Et enfin, cette première partie du webinaire sera consacrée à la présentation des différentes sources qu'il existe pour mesurer ces différents indicateurs. Alors, quand on veut mesurer un niveau de vie, la première étape, d'abord, c'est de calculer un revenu disponible.
Le revenu disponible, c'est un revenu qui est calculé à l'échelle du ménage. Et pour simplifier, un ménage, ça va être tous les individus qui vivent dans un même logement. Donc le revenu disponible, en fait, il va agréger toutes les ressources des individus qui vivent dans un même logement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces ressources? On a d'une part les salaires, on a également les revenus d'activité indépendante, on a les revenus du patrimoine. Pour les revenus du patrimoine, c'est aussi bien les revenus d'actifs financiers, par exemple, ça peut être des dividendes ou les revenus liés à l'assurance vie. Mais on a également des revenus fonciers. Si un ménage est propriétaire et qu'il loue son logement, il va recevoir un loyer et on va tenir compte de ce loyer dans le calcul du revenu disponible. On a également les pensions, les retraites et les indemnités de chômage. Et on a les autres prestations sociales qui sont composées des prestations familiales, des allocations logement et des minima sociaux. À toutes ces ressources, on va déduire ce qu'on appelle les impôts directs, dans lesquels on va retrouver l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. En général, on distingue en fait parmi ces différentes composantes deux grandes familles. La première qui constitue les revenus avant redistribution, dans laquelle on va retrouver les revenus d'activité, les salaires et les revenus des indépendants, mais également les revenus de remplacement, les pensions, les retraites, les indemnités chômage et les revenus du patrimoine. Et cette première famille de revenus avant de redistribution se distingue de la seconde famille qui est celle des revenus après redistribution, où on retrouve ici toutes les autres prestations sociales et les impôts directs. Pourquoi on fait une telle distinction? C'est parce qu'après, dans les analyses, ça permet notamment de pouvoir évaluer dans quelle mesure le système social et fiscal en France ou dans les autres pays où ces mesures sont disponibles, permet de réduire les inégalités de revenus ou la pauvreté monétaire. Une fois qu'on a calculé notre revenu disponible au niveau du ménage, on se retrouve face quand même à la volonté de comparer ce revenu disponible entre les différents ménages. Mais ici, on se rend bien compte que on va devoir comparer quelque chose qui a été calculé au niveau de ménages qui sont de tailles différentes. Et si par exemple, j'ai un ménage qui a un revenu disponible de 10 000 € par an, ces 10 000 € par an ne vont pas être perçus de façon équivalente si mon ménage est composé d'une seule personne ou si mon ménage est composé de deux personnes. Donc, pour tenir compte du fait qu'on a des ménages de tailles différentes, on pourrait, de façon très simple, se dire qu'on va simplement diviser le revenu disponible par le nombre de personnes qui habitent dans le logement. Dans les faits, les personnes qui habitent ensemble dans un même logement, elles réalisent ce qu'on appelle quand même des économies d'échelle. C'est-à-dire que, par exemple, un couple ne va pas forcément habiter dans un logement qui est 2 fois plus grand qu'une personne seule. Il n'aura pas forcément besoin de deux cuisines, de deux salles de bain. Et donc, en fait, on utilise une échelle d'équivalence qui est l'échelle dite de l'OCDE modifiée, qui va attribuer une unité de consommation au premier adulte, 0,5 unités de consommation à toutes les autres personnes de plus de 14 ans qui vivent dans ce ménage et 0,3 unités de consommation à tous les enfants de moins de 14 ans. Et donc le niveau de vie, en fait, ça va être le revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation du ménage concerné. Si on prend un exemple très simple, par exemple, un ménage composé d'une personne, son niveau de vie sera directement égal à son revenu disponible, puisque le nombre d'unités de consommation sera 1. Par contre, si on prend un couple avec deux enfants, pour obtenir son niveau de vie, il faudra diviser le revenu disponible par 2,1, puisque ce ménage sera composé de deux adultes, le premier une unité de consommation, le deuxième qui aura 0,5 unité de consommation, et de deux enfants de moins de 14 ans, pour lesquels on aura chacun 0,3 unités de consommation. Comme mon revenu disponible a été défini au niveau du ménage, par construction, tous les individus d'un même ménage auront un niveau de vie identique. Une fois qu'on a défini ces niveaux de vie,
on va s'intéresser à leur distribution dans l'ensemble de la population. Et donc pour ça, on va ordonner les individus en fonction de leur niveau de vie et on va pouvoir calculer des déciles, qui sont les valeurs qui vont partager notre distribution en 10 parties d'effectifs égaux. Le premier décile, par exemple, ça va être la valeur, le seuil, en dessous duquel on va retrouver les 10% de la population qui ont les niveaux de vie les plus modestes. À l'opposé de la distribution, on va avoir le neuvième décile, et le neuvième décile, ça va être le seuil au-delà duquel on trouvera les 10% de la population qui ont les niveaux de vie les plus élevés. Au milieu, on a une valeur qu'on va retrouver beaucoup dans nos indicateurs ensuite, qui est le niveau de vie médian. Et là, c'est le niveau de vie qui va partager la population en deux. On aura 50% de la population qui aura un niveau de vie qui sera inférieur à ce niveau de vie médian, et on aura 50% de la population qui aura un niveau de vie qui sera supérieur à ce niveau de vie médian. Cette distribution des niveaux de vie, elle nous permet de définir trois indicateurs d'inégalité qui sont mesurés annuellement et qui sont complémentaires. Le premier, c'est le rapport interdécile, et c'est simplement le rapport qui va utiliser le neuvième décile et qui va le diviser par le premier décile. Donc en fait, on aura ici un indicateur de seuil. On prendra le seuil qui permet de délimiter les 10% de la population qui ont les niveaux de vie les plus aisés et on va le diviser par le seuil qui permet de délimiter les 10% de la population qui ont le niveau de vie le plus modeste. Second indicateur, c'est un indicateur qui va utiliser un peu plus, une plus grande partie de la distribution des revenus, puisqu'ici, on va agréger tous les niveaux de vie détenus par les 20% les plus aisés et on va rapporter cette masse de niveaux de vie détenus par les 20% les plus aisés à celle détenue par les 20% les plus modestes. Et enfin, on a un dernier indicateur qui, lui, va utiliser l'ensemble de la distribution des niveaux de vie, qui est l'indice de Gini, et qui va varier entre 0, une situation d'égalité parfaite, par exemple, l'ensemble de la population a un niveau de vie égal, jusqu'à 1, et plus on va se rapprocher de 1, et plus à l'inverse, on sera dans une situation d'inégalité extrême où il y aura de fortes variations de niveau de vie au sein de la population. On a indicateurs de pauvreté qui sont régulièrement commentés. Les deux premiers sont des indicateurs de pauvreté monétaire qui vont être calculés en fonction de la définition d'un seuil de pauvreté. On va aller regarder la proportion de la population dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil de pauvreté. Ce qui différencie ces deux premiers indicateurs, c'est la façon dont on va définir ce seuil. Dans le cas de l'indicateur de pauvreté monétaire relative, on va définir le seuil en fonction du niveau de vie médian, dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire en fonction du niveau de vie qui partage la population en deux parties de part égale. Et en général, les indicateurs qui font référence et qui sont publiés en France sur le site de l'INSEE, mais aussi par l'Institut statistique européen ou par l'OCDE, c'est un indicateur où le seuil de pauvreté est défini à 60% du niveau de vie médian. La seconde façon de définir ce seuil de pauvreté, c'est de le définir de façon indépendante de la distribution des revenus. Et par exemple, ce sera une valeur donnée qui peut correspondre ou non à la valeur d'un panier de biens qui est jugé nécessaire pour avoir un niveau de vie acceptable. Ici, cet indicateur de pauvreté monétaire absolue, il est plus souvent utilisé aux États-Unis, au Canada ou par la Banque mondiale. Dernier indicateur, c'est l'indicateur de privation matérielle et sociale. On sort ici de la dimension monétaire directement, puisque cet indicateur n'est pas défini en fonction de de la distribution des revenus. Ça va être un indicateur défini grâce à des données d'enquête où les ménages vont être interrogés sur 13 éléments de la vie courante qui sont considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable. Et dès lors qu'un ménage ne pourra pas satisfaire, considère qu'il ne peut pas satisfaire à 5 de ces éléments sur 13, il sera considéré comme étant dans une situation de privation matérielle et sociale.
Pour vous donner des exemples concrets de ces 13 éléments qu'on reverra par la suite, il y a par exemple le fait de ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros. Il y a la possibilité de disposer enfin, l'impossibilité de disposer de 2 paires de chaussures pour des raisons financières, l'impossibilité de chauffer correctement son logement, ou encore l'impossibilité de partir 1 semaine en vacances hors de son domicile, également toujours pour des raisons financières. Donc après la présentation de ces différents indicateurs, on va s'intéresser aux dispositifs qui permettent de les mesurer et aux ordres de grandeur et aux dernières données disponibles pour illustrer un peu ces mesures qui vous ont été présentées. L'INSEE produit chaque année 3 dispositifs de mesure des revenus. 2 de ces dispositifs sont des enquêtes, donc l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux et les statistiques sur les ressources et les conditions de vie. Ces 2 dispositifs vont mêler du coup des données d'enquête récoltées auprès des ménages et vont les enrichir avec des données administratives pour être en mesure de calculer des niveaux de vie. Ces enquêtes, elles vont également être enrichies par des travaux statistiques d'imputation lorsque les revenus n'ont pas été retrouvés dans les données administratives. Le dernier dispositif, c'est le fichier localisé social. Ici, on n'est plus sur une enquête, on est vraiment sur un dispositif exhaustif qui est fondé uniquement sur des données administratives et qui est complété ici aussi par des travaux statistiques pour imputer certains revenus qui n'ont pas pu être retrouvés dans les données administratives. Donc le premier dispositif, l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux, c'est un dispositif annuel qui est la référence pour la mesure des inégalités de revenus et de la pauvreté monétaire en France métropolitaine. C'est un dispositif en fait qui est fondé sur l'enquête emploi, qui est une enquête qui, par exemple en 2021, au 4e trimestre, a interrogé plus de 40 000 ménages en France métropolitaine. Et donc, ces données de l'enquête emploi sont récupérées et vont être enrichies ensuite, dans un deuxième temps, avec les données administratives, de sorte à reconstituer des niveaux de vie, comme on l'a vu dans la première partie. C'est la richesse de cette enquête, c'est qu'elle est annuelle, elle est produite de façon annuelle depuis 1996, et comme elle s'appuie sur l'enquête emploi, elle permet de disposer de beaucoup de variables sociodémographiques qui vont permettre d'étudier la pauvreté monétaire et les inégalités, non seulement sur l'ensemble de la population, mais également sur certaines sous-populations spécifiques, par exemple en fonction du statut d'activité ou en fonction de la composition du ménage. Donc c'est l'enquête qui nous permet d'illustrer directement, par exemple, les 3 indicateurs d'inégalité qui vous ont été présentés. On retrouve ici sur la courbe bleue l'indicateur de concentration qui comparait des masses de niveau de vie. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, par exemple, alors pour la courbe bleue, il faut lire le niveau sur l'échelle de gauche. Et donc, on voit que les 20% des ménages les plus aisés détenaient environ 4,5 fois plus de niveau de vie que les 20% les plus modestes en 2021. On note aussi, et là c'est la courbe en rouge, que l'indice de Gini s'est élevé à un peu plus de 0,29. Donc, il est plus proche de zéro d'une situation égalitaire que d'une situation très inégalitaire qui correspond à un indice qui est égal à 1. Mais ce qu'on voit, c'est que pour nos 3 indicateurs d'inégalité, on a eu une hausse des inégalités en 2021. Et cette hausse s'est en fait expliquée par le fait que les niveaux de vie des ménages les plus aisés ont augmenté entre 2020 et 2021 grâce à la reprise de l'activité et au dynamisme des revenus du patrimoine. Et à l'opposé, on a eu une baisse du niveau de vie des ménages les plus modestes, notamment parce qu'ils avaient pu bénéficier de certaines aides exceptionnelles qui avaient été mises en place avec la crise sanitaire et que ces aides exceptionnelles se sont arrêtées en 2021. Toutefois, si on voit que les inégalités pour les 3 indicateurs ont augmenté en 2021, on note aussi qu'elles n'explosent pas dans le sens où elles rejoignent des niveaux qui avaient déjà été rejoints précédemment
dans les années 2000 et notamment en 2011 ou en 2018. Elles atteignent donc plutôt un point haut qui a été observé depuis 1986. Comme je vous le disais, donc le RFS, elle a l'avantage de disposer de beaucoup de variables sociodémographiques et donc de permettre d'étudier le phénomène de pauvreté, non seulement au niveau de l'ensemble de la population, mais également par sous-population. Les dernières données 2021 ont été publiées à la mi-novembre et indiquaient que 14,6% de la population vivait en situation de pauvreté monétaire. Parmi les personnes les plus touchées par la pauvreté, on a les chômeurs qui sont plus de 35% à être en situation de pauvreté monétaire en 2021. Quand on s'intéresse à la pauvreté monétaire en fonction de la composition familiale, ici, c'est les familles monoparentales qui sont les ménages les plus touchés par la pauvreté monétaire. On a plus de 32% des familles monoparentales qui sont en situation de pauvreté monétaire en 2021. Et à l'inverse, on voit que les couples sans enfants sont, eux, relativement moins touchés par la pauvreté monétaire. Deuxième dispositif utilisé pour mesurer la pauvreté et les inégalités, ce sont les statistiques sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Ici aussi, on est sur un dispositif annuel qui est un peu plus petit que la première enquête que je vous ai présentée, puisqu'on interroge un peu plus de 15 000 ménages dans cette enquête. Mais c'est une enquête qui a l'avantage d'être un dispositif européen. Donc les indicateurs qui sont produits avec ce dispositif sont comparables au niveau européen et permettent de comparer la France à ses voisins. C'est aussi une enquête qui va interroger les gens sur leurs conditions de vie. Et donc, c'est avec cette enquête qu'on va pouvoir mesurer l'indicateur de privation matérielle et sociale qui vous a été présenté. Dernier avantage de cette enquête, c'est qu'elle suit les mêmes individus pendant 4 ans. Chaque année, les ménages vont être interrogés pendant 4 ans, ce qui permet de faire des études sur les trajectoires dans la pauvreté. Donc, grâce à l'enquête statistique sur les ressources et conditions de vie des ménages, on a pu mesurer l'INSEE a pu mesurer que 14% des personnes sont en situation de privation matérielle et sociale en France métropolitaine au début de l'année 2022. Donc, c'était l'indicateur sur lequel les ménages les individus et les ménages sont interrogés sur une liste de 13 privations. Et parmi les 13 privations qui reviennent le plus, on retrouve le fait de ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros. Il y a 30%, plus de 30% des ménages qui se déclarent dans cette situation. Il y a plus de 26% des ménages qui déclarent ne pas pouvoir remplacer des meubles hors d'usage pour des raisons financières. Plus de 24% qui déclarent ne pas pouvoir se payer une semaine de vacances dans l'année hors de leur domicile. Et on a rajouté aussi dans cette présentation 10% des ménages qui déclarent de ne pas pouvoir se chauffer correctement. Et cette privation était l'une des privations qui avait le plus augmenté entre 2021 et 2022, en lien notamment avec la hausse des prix de l'énergie qui était intervenue au début de l'année 2022. Par rapport au niveau européen, ce taux de privation matérielle et sociale en France, il se rapproche de la moyenne européenne, il est un peu au-dessus, puisque la moyenne européenne s'établit à 12,7%. Et la France a également un taux de privation matérielle et sociale qui est supérieur à celui de l'Allemagne, qui est de 11,5%, mais inférieur à celui de l'Espagne, qui s'établit à 15,4%. Cette enquête, comme je le disais, c'est une enquête en panel, donc les individus vont être interrogés 4 années de suite, et donc elle permet d'étudier les trajectoires des personnes qui sont en situation de pauvreté une année donnée. C'est notamment une étude qui a été réalisée avec les données d'enquête de 2017 et qui donc s'interrogeait à la trajectoire des personnes qui étaient en situation de pauvreté en 2014. Et ce que cette étude a montré, c'est que sur 10 personnes qui étaient en situation de pauvreté en 2014, il y en avait 2 qui sortaient durablement de la pauvreté les 3 années suivantes, c'est-à-dire qu'elles ne se retrouvaient pas en situation de pauvreté monétaire les 3 années suivantes. Par contre, on en avait 4 qui alternaient entre des situations de pauvreté et de non-pauvreté
dans les 3 années qui suivaient, et on en avait 4 qui restaient durablement les 3 années suivantes dans une situation de pauvreté monétaire. Dernier dispositif, le fichier localisé social et fiscal. Ici, on sort du domaine des enquêtes, on n'est plus sur un échantillon de la population représentative qui est interrogé. On va directement chercher dans les données administratives l'ensemble des données pour constituer ce dispositif. Et donc, on est sur un dispositif qui est vraiment quasi exhaustif et qui a le gros avantage, compte tenu de sa couverture très importante et du nombre de données très importantes, de pouvoir réaliser des analyses à un niveau géographique très fin. Le revers de la médaille, par contre, c'est que comme on n'a pas de données d'enquête, on a moins de variables sociodémographiques disponibles dans cette enquête. Et donc, c'est un dispositif qui sera moins en mesure de pouvoir nous renseigner sur les phénomènes de pauvreté ou d'inégalité parmi certaines sous-populations plus fines. Autre point d'attention pour ce dispositif, c'est un dispositif qui est particulièrement utile pour donc comparer les situations de pauvreté et les niveaux de vie d'un territoire à l'autre sur une année donnée. Par contre, c'est un dispositif avec lequel il faut prendre plus de précautions lorsqu'on veut étudier les évolutions temporelles des situations de pauvreté monétaire ou des niveaux de vie, puisqu'il est très dépendant des contours des données administratives récupérées, et que donc parfois certaines évolutions des indicateurs peuvent être simplement liées aux évolutions des données administratives qui ont été utilisées pour ce dispositif. Un exemple très concret, par exemple, c'est l'exonération fiscale des heures supplémentaires. En 2019, les heures supplémentaires n'ont plus été déclarées directement dans la déclaration fiscale et donc ont été moins prises en compte dans ce dispositif-là. Depuis 2019, leur couverture s'est nettement améliorée, mais donc du coup, d'une année sur l'autre, on a une variation du niveau de vie qui dépend aussi de la variation de cette couverture des heures supplémentaires. Comment on utilise ce dispositif? Eh ben, en faisant des cartes, par exemple, des cartes de France qui est avec le taux de pauvreté au niveau intercommunal en 2020. Et donc, plus la zone est rouge sur la carte et plus le taux de pauvreté va être élevé. Et donc, on voit qu'il est particulièrement élevé, notamment dans les DOM, dans le sud-est, en Corse et dans le nord-est. On peut aussi, grâce à ce dispositif a des données, vraiment une couverture géographique très fine, descendre à un niveau au niveau des carreaux. Donc, c'est des zones de 1 km par 1 km. Et il est possible d'aller étudier, par exemple, et de comparer les niveaux de vie sur des zones au carreau. C'est ce que vous voyez sur les images qui vous sont présentées en illustration sur la droite. Enfin, le dispositif Philosophie, il a été utilisé très récemment pour publier une étude au niveau national et déclinée au niveau régional, qui vous sera présentée par Tristan juste après concernant la Bretagne. C'est une étude qui a étudié le phénomène de pauvreté et la question de la répartition dans les territoires au travers de 6 profils de ménages pauvres et qui concluait, pour ce qui est de l'étude vraiment au niveau national, qu'il y avait davantage de jeunes et de locataires du parc social qui étaient dans des situations de pauvreté monétaire dans les grandes villes, et qu'au contraire, il y avait plus de retraités qui étaient dans des situations de pauvreté monétaire dans les zones rurales. Donc, pour conclure, je voudrais simplement vous indiquer que l'enquête emploi est actuellement sur le terrain pour ce qui est de sa vague du quatrième trimestre. C'est l'enquête qui sert de base à l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux. Et l'enquête statistique et ressources et conditions de vie sera sur le terrain, elle, début 2024. Comme on l'a vu, ce sont deux dispositifs qui sont vraiment indispensables pour bien mesurer les dimensions et les dimensions en conditions de vie de la pauvreté et des inégalités. Donc, il est très important d'y répondre si jamais vous êtes interrogé dans le cadre de ces enquêtes. Merci à tous pour votre attention. Maintenant, on va passer sur des résultats donc, au niveau de la Bretagne. Donc, les chiffres que que je vais vous présenter, ils sont issus d'un panorama de la pauvreté qu'on a sorti en octobre.
Donc, c'est des chiffres qui font référence à l'année 2020. Et donc, bah, si on se réfère à la présentation d'Anne, qui sont basés sur le dispositif philosophie. Donc, ça veut dire qu'on est sur des chiffres qui, bah, vu qu'on est exhaustif sur l'ensemble des ménages, nous permettent d'avoir une grande finesse territoriale. Donc, vous verrez, on va descendre notamment au niveau des intercommunalités. Mais par contre, on est vraiment sur une logique de photographie. On n'est pas là pour faire des évolutions d'une année sur l'autre, parce que la source n'est pas vraiment adaptée pour cela. Alors, un petit point historique sur ce dossier. En fait, c'est le résultat d'un partenariat entre l'INSEE et la préfecture, enfin, l'INSEE Bretagne et la préfecture donc de la région Bretagne, qui en fait est la déclinaison locale d'un partenariat national entre l'INSEE et le ministère des Solidarités. En fait, il y avait une initiative en Normandie pour faire un dossier comme ça, et le ministère des Solidarités a demandé à l'INSEE de faire ce dossier pour l'ensemble des régions françaises. Donc c'est pour ça là, il y a eu des diffusions de ces dossiers dans les autres régions françaises dans le courant du mois d'octobre et même certaines récemment. Alors, ce que je vais vous présenter, on va faire un plan assez simple. D'abord, la première question, ça va être où on retrouve la pauvreté, donc une approche plutôt territoriale. Dans un deuxième temps, on se concentrera sur la question de qui sont les ménages pauvres. Et vous verrez qu'il y a j'ai envie de dire, la principale chose novatrice de ce panorama, c'est le fait d'avoir une typologie des profils de ménages pauvres en Bretagne. Et le troisième point sera vous présenter le dernier chapitre en fait du dossier pauvreté qu'on a diffusé sur des facteurs qui peuvent renforcer l'exposition à la pauvreté dans les intercommunalités. Donc pour commencer, alors le premier résultat, c'est le fait que la pauvreté monétaire est nettement moins forte en Bretagne. Alors, avant de commencer, juste pour rappeler, donc Anne vous a déjà présenté hein, les enjeux de niveau de vie, comment on calcule le niveau de vie, le taux de pauvreté. Juste peut-être pour fixer un petit peu les idées, euh, en 2020, si on est un ménage seul, on considérera que le ménage est pauvre si son niveau de vie est inférieur à 1120 euros par mois. S'il y a deux adultes, ce sera si le niveau de vie est inférieur à 1680 euros par mois. Et s'il y a deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans, c'est un niveau de vie inférieur à moins de 2350 euros par mois. Ça permet de situer les choses aussi ensuite pour les chiffres qu'on va présenter. Alors, le premier résultat, c'est le fait qu'en Bretagne, en 2020, on a un taux de pauvreté qui est de 11,2% contre 14,4% en France métropolitaine. Donc il y a un écart qui est très fort. Il faut savoir que la Bretagne est la deuxième région avec le plus faible taux de pauvreté derrière les Pays de la Loire. Donc vous voyez sur le graphique à gauche, hein, on a représenté le taux de pauvreté pour les différentes régions françaises. Donc on voit bien la Bretagne et les Pays de la Loire qui sont nettement en dessous, hein. Il y a quand même un écart assez fort avec les autres régions françaises et la moyenne française qui est ici. Alors maintenant, si on cherche à regarder de manière un peu plus précise, on peut regarder au niveau des départements. Comment se situe la pauvreté, le taux de pauvreté par département. Donc c'est pour ça on a une première carte. Donc là, vous voyez la carte, en fait, on présente le taux de pauvreté donc avec un gradient de couleur. Donc plus la couleur est claire, plus le taux de pauvreté est faible, plus la couleur est foncée, plus le taux de pauvreté est élevé. Donc, ce qui ressort, j'ai envie de dire très nettement, hein, juste en regardant la carte, c'est que on va avoir un taux de pauvreté dans les départements bretons et plus largement de Pays de la Loire qui est vraiment très faible hein, par rapport au reste de la France. On voit hein, que les départements avec la pauvreté la plus forte sont ceux de l'arc méditerranéen et du nord de la France. Et même si on regarde un peu dans le détail, on a deux des départements bretons, donc l'Ille-et-Vilaine et le Finistère, qui sont dans les 10 départements français avec les taux de pauvreté les plus faibles. Vous voyez, hein, l'Ille-et-Vilaine à 10,7%, Finistère à 11%, sachant que les Côtes-d'Armor et le Morbihan ont un taux de pauvreté qui est légèrement plus élevé, mais qui reste quand même relativement faible par rapport à la moyenne française. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau des intercommunalités bretonnes. Donc là, on a une carte, alors la couleur est différente, mais c'est la même chose, hein. Encore une fois, c'est le taux de pauvreté, qui présente donc le taux de pauvreté pour les intercommunalités bretonnes. Et donc là, il y a quelque chose qui ressort très nettement, c'est qu'en fait, en Bretagne, il y a des écarts territoriaux assez forts par rapport au taux de pauvreté. Donc, la première chose, c'est que la pauvreté, on voit qu'elle va être plus forte dans les intercommunalités du centre-Bretagne, notamment. Donc, en particulier dans les Monts d'Arrée, dans le Creuse-Braze, le Roi-Morvan, Haute-Cornouailles, c'est là où on va avoir les taux de pauvreté les plus forts. Mais aussi, on va retrouver un taux de pauvreté relativement fort dans les grandes intercommunalités. Donc, les deux métropoles, Rennes Métropole, Brest Métropole, mais aussi Quimper, Lorient. Et donc, en fait, c'est parce que les très grandes villes, c'est là où on va avoir les taux de pauvreté les plus élevés. À Rennes, par exemple, on a un taux de pauvreté qui est à 20%. Et donc, mécaniquement, ce taux va avoir un impact important sur le taux de l'intercommunalité. Donc maintenant qu'on a pu voir en fait
où était répartie la pauvreté en Bretagne, on va s'intéresser à qui sont les ménages pauvres en Bretagne. Donc pour ça, on va d'abord commencer avec une déclinaison de la pauvreté en fonction de l'âge du référent fiscal. Encore une fois, on travaille avec des données fiscales, donc on se base sur les concepts fiscaux. Et un premier résultat, alors qui est peut-être pas si évident que ça, c'est le fait que la pauvreté va toucher davantage les moins de 30 ans que les autres classes d'âge. Donc là, sur le graphique, on a représenté donc, le taux de pauvreté par âge, avec donc les chiffres bretons en bleu foncé et les chiffres français en gris. Et donc, on constate qu'il y a une diminution très nette de la pauvreté au fil de l'âge. Ça remonte très légèrement pour les 75 ans ou plus. Et donc, on voit il y a un ménage sur cinq dont le référent fiscal a moins de 30 ans qui est en situation de pauvreté. Et alors que pour les personnes de 75 ans ou plus, on n'est même pas un ménage sur 10. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ménages, j'ai envie de dire, de personnes âgées qui sont pauvres, mais c'est vraiment une diminution très nette en fonction de l'âge. On remarque aussi que pour chacune des classes d'âge, la Bretagne a un taux de pauvreté nettement inférieur à celui de la France métropolitaine. Donc maintenant, au-delà de l'âge, on peut regarder ce qui se passe par type de ménage. Donc par type de ménage, un résultat qui est bien connu des personnes qui travaillent sur le champ de la pauvreté, c'est le fait que c'est les familles monoparentales qui sont nettement plus touchées que tous les autres types de ménages, avec un taux de pauvreté qui est à 27%. Donc là, encore une fois, un graphique, c'est les mêmes couleurs. Euh, Contrairement aux couples sans enfants, qui est la catégorie de ménage qui va avoir le taux de pauvreté le plus faible, à 5%. Vous voyez, sur les autres catégories, à chaque fois, on a le taux de pauvreté breton qui va être légèrement inférieur au taux de pauvreté français. À l'exception, on voit sur les hommes seuls, on a quasiment le même taux de pauvreté entre la Bretagne et la France. Alors, maintenant, on va passer sur la principale nouveauté de ce panorama de la pauvreté. Ça a été en fait la volonté de faire une typologie des ménages pauvres. Donc, c'est aller au-delà de se dire, bah, finalement, on a un taux de pauvreté dans les différentes intercommunalités, et c'est comme ça. Essayer de comprendre en fait qui sont les différents ménages qui caractérisent ce taux de pauvreté. Et pour faire cette typologie, en fait, on a utilisé plusieurs variables. La première variable, en fait, c'est le rapport à l'emploi. Donc, on va distinguer d'un côté les ménages pauvres qui sont retraités, donc qui représentent quand même près d'un tiers des ménages pauvres en Bretagne. D'un autre côté, on va prendre les ménages qui ne sont pas insérés dans l'emploi. Alors là, vous voyez, je ne vous dis pas les ménages qui sont au chômage. C'est une distinction qui est importante. C'est que dans les données, dans philosophie, en fait, on n'a pas cette information, est-ce que les personnes sont au chômage ou non. Nous, on voit les différentes sources de revenus des personnes. Et donc, la définition qui a été utilisée pour cette typologie, c'est on a considéré que pour le ménage, on considère qu'il n'est pas inséré dans l'emploi s'il y a moins d'un demi-SMIC par adulte par an. Donc, vous pouvez me dire, c'est arbitraire, mais voilà, c'est la définition qu'on a choisie. Et donc, en prenant cette définition, on a la moitié des ménages pauvres qui ne sont pas insérés dans l'emploi. Un point qui est important et qui est pas forcément intuitif, c'est qu'on a quand même près de 20% des ménages pauvres en Bretagne qui sont insérés dans l'emploi. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont plus d'un demi-SMIC par adulte dans le ménage, mais soit ils peuvent avoir des revenus relativement faibles, par exemple parce vont avoir des temps très partiels, ou aussi parce qu'ils vont avoir des charges familiales très importantes, ce qui fait qu'au niveau de vie, le nombre d'unités de consommation va être plus important. Donc ça nous donne nos trois grandes catégories. Et ensuite, en fait, on a fait une sous-typologie donc sur ces ménages pauvres qui ne sont pas insérés dans l'emploi. On a d'abord isolé, donc là c'est en jaune, les ménages donc, où le référent fiscal a moins de 30 ans, donc les jeunes. Et après, on les découpe selon la catégorie d'occupation du logement. C'est-à-dire qu'on va isoler d'un côté les ménages pauvres qui ne sont pas insérés dans l'emploi, qui sont propriétaires, ceux qui sont locataires du parc privé et ceux qui sont locataires du parc social. On voit que ces différentes catégories sont à peu près équivalentes en termes de proportion. Et dans la suite, en fait, on va présenter pour chacun de ces profils comment est-ce qu'ils se répartissent sur le territoire breton. Donc là, alors attention, la carte que je vous présente ici, donc c'est une carte par intercommunalité, c'est pas le taux de pauvreté qu'on présente, c'est vraiment la part des ménages du profil 1 dans l'ensemble des ménages pauvres. Donc si je prends par exemple, si je prends l'intercommunalité du Creuse-Braze, ce que je vois, c'est que j'ai plus de 40% de mes ménages pauvres du Creuse-Braze qui vont faire partie du profil 1. Donc c'est comme ça qu'on peut lire la carte. Donc ce profil 1, donc, ça va être donc, les retraités, donc, qui peuvent vivre seuls ou en couple. Ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue géographique, ils vont principalement être situés dans des communes rurales
non périurbaines, c'est-à-dire des communes rurales qui ne sont pas à proximité d'un grand pôle. Donc on en retrouve dans le centre Bretagne, on en retrouve dans le Léon, on en retrouve dans le sud Finistère notamment. C'est des personnes qui vivent en majorité seules. Donc ça peut être des personnes, par exemple, dont un des conjoints est décédé, qui sont propriétaires pour la majorité d'entre eux. Maintenant, on va passer au deuxième profil, donc les ménages qui sont donc pauvres, mais qui sont insérés dans l'emploi. Alors là, qui sont-ils? Alors déjà, peut-être d'un point de vue de localisation, quelque chose qui est très significatif, c'est qu'on va les retrouver en fait dans les couronnes, dans les grandes couronnes finalement, des métropoles. Donc on voit notamment autour de la métropole de Rennes, hein, c'est vraiment très très flagrant, ainsi qu'au niveau de la métropole de Brest, hein, ils sont très présents dans la communauté de communes de l'Andivisio. Donc, c'est des personnes qui vont avoir surtout des revenus liés à l'activité professionnelle, hein, ce que vous expliquez, c'est qu'ils sont donc insérés dans l'emploi. Et par contre, plus souvent que les autres, ils vont avoir des profils avec trois enfants ou plus. Donc, ce que j'ai expliqué sur le fait que donc, ça s'ajoute dans le nombre d'unités de consommation, ce qui fait diminuer le niveau de vie disponible. Un point qui est important et qu'on pourra aborder tout à l'heure sur les facteurs de risque, c'est que ça va être des personnes qui souvent sont plutôt relativement éloignées de leur lieu de travail, ce qui fait que, enfin, dans des intercommunalités où les actifs sont relativement éloignés de leur lieu de travail, ce qui fait qu'ils vont être plus exposés à des enjeux, par exemple, d'augmentation du prix de l'essence. Alors, le troisième profil, donc là, on rentre dans l'ensemble des ménages qui ne sont pas insérés sur le marché du travail. Donc là, d'abord, c'est les jeunes qui vont être en situation de pauvreté, donc ceux dont le référent fiscal a moins de 30 ans. Alors, sans surprise, on va les retrouver principalement dans les grandes agglomérations. Et donc, en termes de situation, ça va être soit des jeunes qui sont encore étudiants, mais pas rattachés au foyer de leurs parents, ou qui sont en début de vie active et donc ont encore des revenus d'activité relativement faibles. C'est souvent des personnes seules qui sont plutôt locataires du parc privé. Alors, si on continue, un autre profil, donc cette fois-ci, ceux qui sont donc non insérés dans l'emploi et propriétaires de leur logement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue géographique, on va encore plutôt les retrouver dans le centre Bretagne et le sud Finistère. Donc, c'est plutôt des personnes qui ont entre 50 et 59 ans, qui sont en couple avec un ou deux enfants, et donc on a vu dans plutôt les communes rurales périurbaines. Un point qui est important, c'est que on est sur une photographie des ménages pauvres en 2020. Ça ne veut pas dire qu'en 2019, ces personnes étaient pauvres. Donc ça peut être des personnes, par exemple, qui ont perdu leur emploi, et donc ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils étaient propriétaires avant, mais qu'aujourd'hui, ils sont propriétaires tout en étant pauvres. C'est un point important en termes de politique publique, parce qu'on se dit, ces personnes propriétaires, s'ils doivent faire des travaux dans leur maison, je pense par exemple en termes de transition écologique, ce sera beaucoup plus difficile de trouver les fonds pour pouvoir les faire. Alors le cinquième profil, ça va être les ménages pauvres qui ne sont pas insérés dans l'emploi et qui sont locataires du parc privé. C'est pas le plus facile à expliquer. On voit qu'il y a une légère surreprésentation sur une diagonale qui va de Morlaix à Redon à peu près. En termes de profil, ça va être des personnes donc plutôt jeunes, hein, qui vivent seules entre 30 et 39 ans et qui, en termes de revenus, ça va être principalement des minima sociaux, des indemnités de chômage et de prestations de logement. Donc voilà, on a un peu de mal à les caractériser, si ce n'est que c'est probablement des jeunes qui n'ont pas vraiment réussi à s'insérer sur le marché du travail et donc qui se retrouvent en situation délicate une fois la trentaine passée. Et le dernier profil, donc, ce sont les ménages pauvres non insérés dans l'emploi et qui résident dans un logement social. Alors là, la carte, c'est pas une surprise, hein, un peu par construction, on va les retrouver principalement là où il y a beaucoup de logements sociaux, c'est-à-dire notamment dans les grandes agglomérations. Donc, hein, on voit bien les métropoles plus les grandes villes. En termes de profil, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver beaucoup de familles monoparentales avec trois enfants ou plus. Ce qui, en termes, encore une fois, de politique publique, ça soulève des enjeux, par exemple, en termes de mode de garde. C'est sûr que c'est des personnes pour qui, s'il n'y a pas de mode de garde qui sont adaptés, ils auront du mal à trouver un emploi. En termes de revenus, ça aide beaucoup des prestations sociales, notamment les minima sociaux. Donc voilà pour ces différents profils. Maintenant, pour terminer la présentation, je vais passer sur une dernière partie, donc qui est présente, hein, dans le dossier pauvreté. C'est les facteurs qui vont renforcer l'exposition à la pauvreté dans les intercommunalités. Alors, l'objectif un petit peu de cette partie, là jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de taux de pauvreté monétaire. Donc, on est vraiment basé sur des enjeux de revenus et on n'est pas du tout sur les enjeux de conditions de vie, hein, que Anne mentionnait tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est de se dire, essayer d'identifier des facteurs de fragilité supplémentaires pour être capable de mieux caractériser finalement les intercommunalités pour dire celles sur lesquelles il peut y avoir des risques à prendre en compte. Donc pour ça, en fait, il y a 7 thèmes qui ont été identifiés. Et pour chacun de ces 7 thèmes, en fait, il y a eu 3 indicateurs qui ont été choisis.
Donc, bien sûr, bon, bah, c'est assez arbitraire hein, d'avoir ces choix d'indicateurs, mais ça permet quand même d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes intercommunautés. Donc les thèmes, bon, bah, un premier sur l'insertion professionnelle, les enjeux de niveau de formation initiale, les enjeux de logement, de situation familiale, de mobilité, notamment domicile-travail, d'accès aux soins et d'accès aux services publics. Alors, je ne vais pas vous faire le déroulé des 21 indicateurs, juste vous présenter deux exemples. Un premier, alors vous avez de toute façon dans le dossier, hein, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces indicateurs. Premier exemple, ça, par exemple, c'est le ratio, c'est le nombre de demandes de logement social pour une attribution. Donc c'est un enjeu important, forcément, ces demandes de logements sociaux. Donc là, c'est pas des données INSEE, hein, c'est basé sur le système national d'enregistrement en fait, des demandes de logements sociaux. Et donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est pas forcément, on pourrait s'attendre à ce que ce soit dans les grandes agglomérations où ce ratio soit très important. Et finalement, là, on voit, bah, c'est beaucoup dans des intercommunalités du Morbihan, notamment plus celle de Quimperlé, où on va retrouver des chiffres forts. Bah, peut-être aussi parce que ça va être dans des intercommunalités où le parc de logement social n'est pas forcément très important. Donc voilà, ça c'est associé au thème logement, bien sûr. Et le deuxième indicateur, là sur les enjeux de mobilité, ça va être la part des actifs qui habitent à 30 km ou plus de leur lieu de travail. Donc pareil, hein, un enjeu très fort, on pense à la crise des Gilets jaunes par exemple, des actifs qui vont être très exposés à l'augmentation du prix du carburant. Et donc tout à l'heure, ben, on parlait de ces actifs autour de Rennes, de ces ménages insérés dans l'emploi mais en situation de pauvreté. Là, on constate, on a deux intercommunalités donc relativement proches de Rennes, hein, Bretagne romantique et Saint-Méen-Montauban, qui vont avoir une part des actifs, plus de 30% des actifs qui habitent à 30 km ou plus de leur lieu de travail. Donc on se doute qu'ils vont probablement aller travailler sur Rennes, et donc bah, avec des enjeux vraiment très importants en termes d'accompagnement, de politique publique, de politique de transport, etc. Juste pour vous montrer, je ne vais pas détailler ce tableau, dans le dossier, il y a un récapitulatif en fait pour chaque département avec l'ensemble des intercommunalités. Alors j'ai pris le Côte d'Armor parce que c'est pratique, il y en a moins des intercommunalités. Et vous avez donc le taux de pauvreté et l'ensemble des indicateurs. Et pour faire une lecture un petit peu rapide, vous voyez en fait, il y a des petites croix qui ont été faites. Si on est sur une intercommunalité où cet indicateur, ben, on est quand même, où il y a vraiment un enjeu, il y a une petite croix. Si c'est un enjeu très important, il y en a deux. Et si c'est vraiment un enjeu très très important, il y en a trois. Donc là, par exemple, si on prend le Crazy Braze, on voit on a trois croix sur l'accès aux équipements de France Service, donc les temps d'accès à une gamme d'équipements France Service. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Je pense les principaux points. Déjà, le premier, c'est le taux de pauvreté en Bretagne est parmi les plus bas de France. Le deuxième, c'est que si on s'intéresse un peu plus finement à la répartition de la pauvreté en Bretagne, c'est qu'elle va être plus présente dans les grandes villes et dans le centre Bretagne. En termes de qui sont les ménages pauvres, bah, qu'elle va d'abord toucher les ménages jeunes et les familles monoparentales. Et enfin, alors il y a beaucoup de choses sur cette typologie, mais peut-être retenir qu'un ménage pauvre sur deux n'est pas inséré sur le marché du travail. Merci à tous. Je tiens à vous remercier à tous d'avoir assisté à ce séminaire. Je remercie Karine et Christelle pour l'organisation. Je remercie Anne d'avoir gentiment accepté de venir nous présenter, enfin voilà, faire partager son expertise sur ces enjeux de pauvreté. Euh, je vous encourage vraiment à remplir le petit questionnaire que vous allez recevoir à l'issue de la réunion parce que nous, ça nous permet vraiment de nous aider en fait hein, sur la forme des réunions, sur les thèmes qu'on peut évoquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à le remplir. Et donc, on vous donne rendez-vous d'ici quelques mois pour un prochain rendez-vous de l'INSEE.